Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce nouvel Indie Club. Je vois que vous êtes déjà nombreux à être connectés avec nous. On va attendre que tout le monde puisse se connecter. Comme il est encore tôt, on ne va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En attendant, moi, je vais me présenter et je vais vous inviter à faire pareil. Donc, je m'appelle Oriane, je suis chef de projet marketing chez Indigo. Et donc, j'organise notamment chaque semaine des Indie Clubs. Donc, les Indie Clubs, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des rendez-vous pour vous permettre d'intégrer la responsabilité à votre métier. Donc, le but, c'est de vous partager soit des témoignages métiers, soit des retours d'expérience, ou alors d'échanger sur un sujet précis comme aujourd'hui l'affichage environnemental. Donc, le but, c'est de vous permettre de vous former au fur et à mesure sur ces sujets gratuitement et de vous permettre d'échanger avec des experts comme Sabine qui est présente avec nous aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter à répondre au sondage en bas à droite de votre écran pour nous dire voilà, qui vous êtes, quelle est votre fonction. J'ai mis des choix multiples. Si jamais la fonction est autre, vous pouvez mettre dans le chat, nous dire ce que vous faites dans la vie. Comme ça, ça va nous permettre aussi d'orienter le discours en fonction. Donc, est-ce que vous voyez du coup le chat? Normalement, vous le voyez. Ouais, c'est bon. Je vais vous laisser répondre. Alors du coup, ceux qui ont mis autre, n'hésitez pas à nous écrire et à nous en dire plus. Bonjour Florence, donc direction communication. Oui, c'est vrai que j'ai mis marketing, j'aurais pu mettre aussi communication. Super. Alors Sabine, je vais te laisser défiler juste les slides. Si tu peux mettre celle encore d'après. Et encore. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Alors, en attendant, du coup, je vais vous présenter Indigo. Donc, Indigo, qu'est-ce que c'est? Donc, à part l'organisation d'Indie Club. Donc, Indigo, on est une école, l'école de la responsabilité. Et notre mission, c'est de former, du coup, les métiers à intégrer la responsabilité à leur métier. Donc, on s'est rendu compte que donc aujourd'hui, il y avait de plus en plus de directions RSE dans les entreprises. Donc ça, c'est top, c'est une super chose. Sauf que les directions RSE ne peuvent pas porter toutes seules la stratégie RSE d'une entreprise. Donc, il faut que tous les métiers puissent contribuer à cette feuille de route et puissent s'impliquer. Donc, que ce soit le marketing, la finance, les achats, qui sont des postes clés dans l'entreprise. Il faut que ces métiers puissent se former à ces enjeux, tout comme on a formé les métiers à la transformation digitale il y a quelques années. Du coup, nous, on propose plusieurs formations aujourd'hui. Je ne vais pas toutes vous les présenter parce que ça serait un peu long, mais je vais vous présenter rapidement Marketing Responsable, du coup, qui est une formation qu'on a préparée pour les directions communication et marketing. C'est une formation qui dure 15 heures, donc assez courte, en 5 sessions, pour vous permettre justement de changer votre approche du marketing. Donc, on connaît les 4 P du marketing qu'on a tous appris. Et donc, c'est de reprendre du coup ce marketing traditionnel et d'y intégrer justement les enjeux de responsabilité. Donc, notamment, soit comment on repense du coup son produit avec une autre approche, mais aussi comment on repense sa communication et notamment comment on évite le greenwashing, qui est un sujet dont on va parler aujourd'hui avec Sabine. Je te laisse passer la slide d'après. Moi, j'ai pas la main. Hop. Donc voilà. Et donc cette formation, donc elle a été construite avec des experts du marketing responsable. On l'a notamment construite avec David Garbous, qui a travaillé 10 ans chez Fleury Michon, donc qui connaît bien les enjeux du marketing dans l'industrie agroalimentaire. On a aussi une intervenante qui a travaillé longtemps chez Bonduel, mais aussi une personne qui est leader éco-conception chez Decathlon. Donc, on a des secteurs assez différents et c'est que des personnes qui ont travaillé
longtemps dans le marketing et dans la communication et qui se sont spécialisés dans le marketing responsable ou la communication responsable. Donc voilà, si jamais c'est une formation qui vous intéresse, on pourra tout à fait échanger par la suite ensemble. Donc je vous partage juste dans le chat la brochure si jamais vous avez envie de la télécharger. Voilà. Et les prochains rendez-vous qui s'affichent devant vous, donc ce sont les prochains Indie Club qui ont lieu au mois de mai. Donc là, on a organisé ce qu'on appelle un festival Indigo, donc c'est 4 jours de suite. Donc vous avez un événement par jour sur des sujets assez différents. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces événements qui auront lieu tous du coup à l'heure du déjeuner. Je vous partage du coup également la page Meetup. Comme ça, vous avez tous ces événements ensemble et vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Sabine. Je vous laisse juste, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous dire dans le chat si le sujet de l'affichage environnemental est quelque chose que vous maîtrisez bien ou pas du tout, donc sur une échelle de 0 à 5. Donc 0, c'est vraiment vous débarquez totalement sur le sujet. 5, c'est vous travaillez avec Sabine au Planet Score. Voilà, pour savoir à peu près votre niveau sur le sujet. Donc voilà, je vous laisse répondre. Et Sabine, je te laisse la parole. Du coup, à toi là. Merci beaucoup, Oriane. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Est-ce que le son est bon? Ouais, pour moi, c'est bon, de mon côté. Ok, parfait. Oriane et Marine m'ont demandé de travailler sur 4 axes, dont un qui est assez inhabituel pour notre équipe, mais on a relevé le défi, qui est le troisième. Donc, en tous les cas, on va commencer par l'entrée en matière sur quels sont les leviers clés sur lesquels vos catégories de produits, donc là, on parle bien du secteur agroalimentaire, hein, peuvent progresser. Et là-dessus, juste en termes de contexte, on a fait un webinaire le mois dernier avec Indigo. Ça a permis de passer en revue les points clés. Je vous ai simplement remis ici quelques diapos de synthèse. Tout le monde le sait, on est en effet dans un contexte où le greenwashing est quand même assez prégnant. Et pour ce qui est de l'agroalimentaire, si on veut regarder vraiment les sujets en face, en fait, la majorité des impacts environnementaux ont lieu sur les exploitations agricoles, que ce soit sur les productions végétales ou les productions issues de l'élevage. Donc, en fait, l'affichage environnemental permet de montrer aux consommateurs, aux citoyens, des choses qu'ils ne voient pas, qui ne sont pas sur les emballages, ou parfois même avec des emballages qui sont très, très éloignés de ces réalités. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, la partie aval et notamment le transport, l'emballage, les process de transformation, cuisson, surgélation, etc. Mais en moyenne, ça représente quelque chose, vous le voyez ici en haut à droite, qui est très petit, hein, de l'ordre de 16% en moyenne dans les bases de données d'analyse de cycle de vie pour l'agroalimentaire. Donc, on s'en préoccupe aussi et on fait bien des évaluations qui vont de la fourche à la fourchette. Mais par contre, c'est vraiment la dimension agricole qui est la plus visible dans les poids. Là aussi, juste petit rappel, les enjeux environnementaux clés, ceux sur lesquels vous ne pouvez pas, à moins de vouloir faire du greenwashing, faire l'impasse, c'est notamment de gérer les enjeux liés à l'effondrement de la biodiversité, aux pollutions chimiques et à la perturbation des cycles d'intrants et notamment phosphore, azote, mais également les enjeux autour de l'irrigation, du changement d'usage des sols et du changement climatique. Sachant que là-dessus, l'agroalimentaire, vous le voyez ici en petit point noir, donc notamment l'agriculture, est un contributeur majeur, tout secteur confondu, à l'échelle planétaire. Donc c'est particulièrement important de travailler dans notre secteur sur toutes ces dimensions, notamment celles sur lesquelles la responsabilité est la plus grande. Ça veut dire qu'on a aussi une marge de manœuvre qui est immense, hein, pour arriver à faire progresser les choses dans le bon sens. Un point également de méthodologie, on parle beaucoup de décarboner, de faire des bilans carbone, des trajectoires carbone et que sais-je. La partie émissions de gaz à effet de serre est un élément bien sûr important dans les trajectoires d'amélioration produits ou systèmes, mais par contre, ça n'est qu'un des éléments de bilan de valeur écologique complète. Alors, on peut aussi faire des bilans ACV qui inclut des indicateurs supplémentaires, mais la valeur écologique complète des produits va bien au-delà.
Et il est très important pour nous de penser au-delà du bocal de l'analyse de cycle de vie et de s'aligner avec les enjeux limites planétaires qu'on vient d'évoquer, en intégrant notamment des enjeux qui ne sont pas du tout dans la CV, la résilience, la circularité réelle, la sobriété, la relocalisation, tout ce qui est autour des puits de carbone ou de la valeur carbone, et puis les impacts positifs sur la nature, le tout à l'échelle des systèmes. Donc, ceci étant dit, quand on parle d'agroalimentaire et qu'on essaye d'avoir un outil d'orientation des consommateurs et de pédagogie à la fois en interne des entreprises et pour les citoyens, eh bien, il faut avoir un cap et une boussole. Donc, sachez que derrière les outils qu'on va passer en revue là aujourd'hui, il y a des prospectives scientifiques sur comment on peut, à l'échelle européenne et internationale, avoir à la fois des systèmes de production et des systèmes de consommation beaucoup plus soutenables et en tous les cas entièrement soutenables au regard des enjeux qu'on traite dans l'affichage environnemental. Ça nécessite notamment une réduction de la consommation des produits issus de l'élevage, mais également une réduction forte des intrants qui s'accompagne d'une réduction de production qui est en lien avec cette réduction des produits issus de l'élevage, consommation des produits issus de l'élevage. En gros, dans ces prospectives, ça permet d'arrêter la déforestation importée et de baisser les gaz à effet de serre d'à peu près 40%, ce qui est énorme, en maintenant les exportations et en ayant une plus-value environnementale et notamment sur la biodiversité extrêmement élevée. Si vous voulez plus de détails là-dessus, on a tout un tas de webinaires dont on pourra parler à la fin qui permettent de se plonger dans le sujet. Et en tous les cas, le Planet Score permet vraiment de s'orienter dans cette espèce de jungle des linéaires, jungle colorée, pour comprendre, pour choisir ensuite et donc pour se mettre en capacité d'agir. Alors, vous le voyez sur ces étiquettes, et c'est là qu'on va rentrer dans le thème du greenwashing. Le Planet Score est un étiquetage environnemental qui rend très, très difficile le greenwashing. D'abord parce qu'il montre tous les enjeux clés et pas seulement une note agrégée, et notamment les impacts sur le climat, la nature, biodiversité, mais aussi l'usage des intrants biocides, pesticides, et puis également le mode d'élevage qui est indiqué dès qu'il y a plus de 5% de la masse de la recette qui contient un produit issu de l'élevage. Sachant qu'une des plus fortes pressions sur l'environnement aujourd'hui vient de l'élevage et notamment de l'élevage industriel. Pour tout ce qui est élevage porc, volaille et en partie également les élevages laitiers, on consomme énormément de surface aujourd'hui qui est en concurrence avec l'alimentation humaine. À peu près 2/3 des surfaces en Europe sont consacrées à nourrir ces animaux-là. Et donc, c'est au-delà et en dehors des prairies, et notamment des prairies permanentes, des prairies surface en herbe. Et donc, ça fait peser une très forte pression à la fois sur nos ressources en terre, mais également sur les ressources au-delà du continent européen, et notamment via la déforestation importée. Donc ça, c'est un élément particulièrement important quand on parle de résilience. Aujourd'hui, c'est notamment par ce fait qu'on est importateur net au niveau européen d'à peu près 10% de nos calories. Donc, ça n'est pas un enjeu environnemental mineur. C'est la raison pour laquelle cet enjeu est affiché sur l'étiquette Planet Score. Et cette étiquette également, en termes de garantie anti-greenwashing, est portée et a été conçue pour correspondre au niveau d'exigence et en mobilisant l'expertise d'un grand nombre d'acteurs de la société civile, que ce soit des associations de consommateurs, des ONG d'environnement, des acteurs de terrain, comme pour une agriculture du vivant ou ferme d'avenir, et des entreprises mobilisées sur les enjeux sociétaux. Donc, en résumé, c'est un indicateur qui est résolument indépendant, qui est réellement éclairant, vous allez le voir dans les exemples, et vraiment transparent, donc qui lutte contre le greenwashing de manière efficace. Donc, quels sont les leviers clés sur vos catégories de produits et sur lesquels vous pouvez progresser? En clair, pour résumer, les enjeux en alimentaire sont la déforestation importée, l'usage d'énergie fossile, notamment pour produire les engrais de synthèse, pour produire sous serre chauffée hors saison ou pour transporter en avion. Les autres transports sont beaucoup moins impactants. La compétition pour l'usage des sols, on l'a évoqué tout à l'heure. La concentration des systèmes d'élevage, qui est un facteur clé de non-résilience, zoonoses, etc. Les atteintes directes à la biodiversité, à la nature, et les pollutions chimiques, pesticides, antibiotiques, plastiques. On a également, et c'est une spécificité du secteur agricole, la capacité à avoir des externalités positives sur notre environnement, notamment la capacité à stocker du carbone,
à avoir des sols de qualité qui sont plus résilients face aux aléas climatiques et à augmenter la biodiversité dans certains systèmes de production. Donc, ça veut dire quoi? Sur vos produits végétaux, alors produits ou ingrédients à l'intérieur des produits végétaux, pour les produits français ou européens, les facteurs clés, c'est l'intensité des pratiques et notamment les pratiques moyennes de production. Il est évident que la production de sucre de betterave ou de pommes de terre ou de certains fruits, certaines céréales est beaucoup plus impactant de ce point de vue-là que d'autres végétaux, par exemple les légumineuses, mais ce ne sont pas les seules à être moins impactantes. Les intrants de synthèse sont également un élément important pour les produits végétaux, notamment la mobilisation d'azote de synthèse. Il faut à peu près 1 litre de gaz, majoritairement russe d'ailleurs, pour ce qui nous concerne en France, pour faire 1 kg d'azote de synthèse pour l'agriculture. Et puis les pesticides également. Les énergies fossiles aussi pour les serres chauffées ou le transport par avion. La qualité des sols et le carbone dans les sols. Donc ça, c'est quand on commence à accéder à des niveaux de data qui sont supérieurs. Et puis les pratiques favorables à la biodiversité territoriale, et notamment la diversité des assolements, le pourcentage de haies ou d'autres infrastructures agroécologiques, la taille des parcelles. Pour ce qui est des produits importés, c'est la même chose, mais avec une vigilance supplémentaire sur les origines, puisque certains pays ont des politiques environnementales, donc pays d'origine de la production, qui sont plus ou moins vertueux par rapport aux pays européens ou à la France. Et puis le risque de déforestation importée avec, sur ces produits-là, une garantie tracée ségrégée pour ce qui est en tous les cas de notre système d'évaluation. Ça concerne notamment les matières comme le cacao, la coco, le sucre de canne, le café, par exemple. Donc, pour ce qui est de la politique environnementale, sachez que pour nos évaluations, on se base sur la politique. Pardon, je t'en prie. Est-ce que tu penses que tu peux zoomer un petit peu ton écran ou pas? Alors là, je suis en mode plein écran de mon côté, donc je ne sais pas faire mieux. Ouais, moi aussi, mais moi je vois bien, mais j'ai l'impression que on a une personne Peut-être qui c'est un peu que... petit, mais moi je vois bien aussi de mon côté. Ouais. Après, on vous enverra la présentation si besoin, donc vous n'êtes pas... Alors là, il y a juste un extrait, si c'est juste pour voir ce bout de liste-là, cette publication contient à peu près 200 pays, donc on a juste fait un petit extrait des A et B de démarrage, mais la matrice est accessible, bien sûr. Ok, super. C'est mis à jour tous les 2 ans, donc on inclut les mises à jour dans l'évaluation Planet Score. Sur la déforestation importée, voilà, pareil, on opère sur des couples origine-ingrédients en fonction du niveau de risque basé sur des études internationales sur ces sujets. Pour la biodiversité à la parcelle, à la biodiversité territoriale, ça, je le dis simplement pour ceux qui, dans leurs entreprises, ont commencé à engager des efforts de collecte de données ou de traçabilité sur les filières amont. C'est le cas de certaines coopératives, notamment, avec qui on travaille et qui font ça de manière très proactive et qui ont déjà pas mal de données depuis plusieurs années sur notamment ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le pilotage de la gestion des intrants, du pourcentage d'éléments semi-naturels ou de la taille des parcelles, de la diversité d'assolement ou du travail du sol, par exemple. Donc, tous ces éléments-là sont mobilisés ensuite dans les évaluations environnementales. Quand on n'a pas les données, on utilise les données de base, les données standards statistiquement, et ça veut dire qu'il n'y a pas d'amélioration par rapport à des données qui sont défavorables par défaut. Pour les produits issus de l'élevage, les éléments clés qui tractent les évaluations environnementales vers le mieux, c'est l'accès à l'extérieur en pourcentage annualisé, les éléments de biodiversité territoriale, donc là c'est un tout petit peu différent, mais c'est notamment à nouveau le pourcentage d'éléments semi-naturels et les prairies permanentes dans les systèmes ruminants. Un point très important est la ration des animaux. Sachez qu'à peu près 80% de l'impact global d'un animal, c'est ce qu'il mange, c'est ce qu'il aura mangé au cours de sa vie. Donc là, on arrive très rapidement sur les questions de déforestation importée, notamment sur le soja. Ça peut concerner aussi l'huile de palme dans certains systèmes d'élevage, par exemple laitier. Les démarches de progrès qui sont engagées sur d'autres dimensions comme les OGM, sans pesticides ou avec une réduction tracée des pesticides sur les céréales utilisées dans l'alimentation animale. On voit ça notamment actuellement dans la filière porcine, très intéressant. Et puis la gestion de la fertilisation. On peut également là aussi avoir des démarches de progrès sur cet enjeu. Pour les ruminants, on a également le pourcentage d'herbe et de foin
annualisé dans les rations pour une raison relativement évidente, vous l'aurez compris maintenant, qui est que ça n'est pas en concurrence, ou beaucoup moins, avec l'usage des sols pour l'alimentation humaine. La gestion antibiotique. Les SIE? SIE, pardon, surface d'intérêt écologique, donc c'est l'équivalent des infrastructures agroécologiques. Il y a plusieurs acronymes. Désolée pour les acronymes, hein, en fait, je n'aime pas ça normalement, mais bon. C'est tout ce qui est notamment les haies. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a également la gestion antibiotique, qui est également un facteur, hein, non seulement sur la santé humaine, mais aussi sur la partie environnementale. La vigilance, là aussi, sur les origines, je ne reviens pas là-dessus. Et puis, le critère mode d'élevage en lien avec le bien-être animal, qui là aussi, hein, vous l'avez vu par rapport aux boussoles qu'on peut fixer pour des produits environnementalement soutenables, qui est un élément indispensable. Alors, je vous ai mis là juste une grille pour illustration du mode d'élevage sur, par exemple, hein, le poulet de chair, mais on l'a sur toutes les grandes filières, et qui permet, sur une base de critères très simples, de qualifier les systèmes, soit sans indication, c'est en rouge, en orange quand on commence à avoir des modulations positives, et puis en vert quand on est sur des systèmes plus qualifiés, notamment sur l'accès plein air. Donc, quand on est sur des produits transformés mixtes, qui est la majorité des produits qui sont aujourd'hui sur le marché, donc c'est la même chose, c'est-à-dire l'attention portée sur les produits d'origine végétale et d'origine animale en fonction des critères qu'on vient d'évoquer. Et on peut également jouer sur la répartition massique. Typiquement, si vous avez un produit qui est très impactant sur un produit issu de l'élevage, vous pouvez en diminuer le poids pour améliorer la notation globale du produit transformé. Et puis également, on a le travail, bien sûr, sur les emballages. Ça concerne tous les produits. Et donc, les enjeux clés auxquels vous êtes probablement déjà confrontés pour préparer l'affichage environnemental, c'est d'abord la capacité à instaurer une véritable traçabilité. Donc ça, le sens de l'histoire, c'est ça va venir assez vite puisque la Commission européenne est en train de légiférer sur ce sujet et de prendre les meilleures pratiques qui existent dans d'autres pays européens. On va probablement passer d'un système statistique aujourd'hui qui s'appelle le RICA, je ne rentre pas dans les détails, mais un système statistique qui permet de faire remonter de la data des exploitations agricoles concernant notamment la partie environnementale de manière beaucoup plus complète qu'aujourd'hui, notamment sur l'usage des intrants ou sur la présence de haies ou la couverture des sols, mais également sur la partie sociale, pour information. Donc ça nécessite en interne une vraie réflexion aussi sur les cahiers des charges fournisseurs éventuels et puis sur les modalités de collecte et de partage de données. Un des points que... Pardon. À partir de quand, du coup, tu disais que ça allait être obligatoire. À partir de quand, quels secteurs vont être concernés les premiers, par exemple, enfin, du coup, à part l'agroalimentaire? Alors, aujourd'hui, les deux secteurs qui sont en première ligne, c'est l'agroalimentaire et le textile. D'autres secteurs comme l'ameublement, par exemple, viennent assez rapidement derrière. Donc, il n'y aura pas d'affichage obligatoire avant 2026, a priori, puisqu'il faut attendre un cadrage européen pour ça. Ça sera volontaire à partir, donc notamment avec un push assez fort pour que l'an prochain, les entreprises commencent à vraiment afficher. Mais certaines, vous allez le voir tout à l'heure, affichent déjà. Voilà, donc les pionnières sont déjà en rayon, d'ailleurs, pour certaines. Ouais, ok. Un des autres enjeux clés, c'est de valoriser les démarches de progrès des filières et des producteurs. Il n'y aura pas de transition écologique de l'alimentation sans valorisation de ces démarches de progrès sur le terrain. Et il nous semble aujourd'hui vraiment important que les opérateurs, quand ils n'ont pas les capacités en interne, ce qui est très souvent le cas en agroalimentaire, hein, sauf dans les coopératives, de se faire accompagner par des partenaires qui connaissent bien le terrain et les possibilités d'améliorer les trajectoires écologiques des exploitations, donc notamment bee-friendly pour la gestion de compatibilité avec les pollinisateurs ou pour une agriculture du vivant, par exemple. Et puis l'autre chose, c'est que, évidemment, pour pouvoir faire une promesse environnementale réellement tenue vis-à-vis des consommateurs, nous utilisons des données qui sont contrôlées et certifiées par des tiers, et notamment des bureaux de contrôle, d'où l'importance pour nous que les filières et les entreprises s'engagent dans des démarches contrôlées, que ce soit des démarches signes officiels de qualité,
Il y a pas mal de cahiers des charges, même s'ils ne sont pas tout à fait complets sur souvent les enjeux environnementaux, mais qu'on peut mobiliser sur les AOP, les IGP, mais également sur les signes officiels de qualité comme évidemment la bio, les certifications de commerce équitable, notamment sur les enjeux déforestation, et les mentions valorisantes comme HVE, qui, même si elle n'octroie pas évidemment de bonus par défaut, permet d'avoir des données collectées, contrôlées par des tiers sur le terrain annuellement, et qui permettent d'avoir de la data qualifiée pour certifier ensuite les évaluations et les scorings. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ce petit panorama, en fait, la deuxième question, avant qu'on rentre dans comment est-ce que je peux encore greenwasher dans tout ça, c'est en quoi votre activité actuelle est-elle réellement cohérente et soutenable, ou pas d'ailleurs. Donc là, c'est plus une question qui vous est adressée. Vous pouvez bien sûr ne pas partager forcément dans le chat, mais en tous les cas, voilà, c'est plutôt matière à réflexion pour vous. Quel est le niveau de transparence que vous avez vous-même, hein, d'ailleurs, sur vos filières d'appro? Quel est le niveau de contrôle que vous avez sur vos fournisseurs et le niveau de traçabilité sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, Oriane, comme je ne vois pas la conversation, s'il y a des personnes qui souhaitent témoigner ou donner un avis, mais en tous les cas, c'est une très bonne façon, l'affichage environnemental, de faire un bilan sur ces enjeux clés et de voir comment les organisations souhaitent réellement se saisir des enjeux. Alors, je regarde si on a des questions qui arrivent. On en avait une juste avant qui avait été publiée de Grégoire, qui est pour le collectif pour un réveil écologique. Donc, il y a une question, donc je te la lis, qui est assez longue, mais je te la lis quand même. Alors, le Planet Score semble très robuste face au greenwashing. Y a-t-il également une vigilance face au greenwashing qui correspondrait à survaloriser l'impact positif de certaines pratiques pour des raisons plus subjectives? Si oui, non. Si les choix pouvant être sujets à débat de discussion sont effectués, sont-ils documentés? Oui, alors on a fait un gros webinaire méthodo qui liste un petit peu tous ces points-là, 2h30 au mois de décembre. Il est téléchargeable sur le site internet gratuitement, bien sûr, sans même mettre votre adresse mail. Donc, je vous invite d'abord à regarder ce webinaire. S'il y a des choses qui restent à clarifier, n'hésitez pas à nous contacter. Et on est en phase actuellement de rédaction. Alors, ça prend beaucoup plus de temps que prévu parce que on a beaucoup de choses à faire en même temps. Vous allez le voir après dans le déploiement. Mais on va également mettre exactement ces éléments-là, hein, les éléments du webinaire, sous forme documentaire, donc littéraire, pour que tout le monde puisse se reporter également sur un document écrit. Donc, il n'y a pas, pour répondre quand même sur la question de subjectivité, en fait, vous allez le voir également dans les exemples sur est-ce qu'on peut encore greenwasher. Ça dépend des outils, mais en tous les cas, quand on fait des pondérations multicritères, donc typiquement l'évaluation environnementale, c'est ça, puisqu'on agglomère des enjeux, par exemple, de degrés supplémentaires en élévation climatique, algues vertes, impact sur les abeilles ou sur les oiseaux, etc. Quand on agglomère tous ces enjeux, la Commission européenne elle-même l'a écrit dans son rapport de 2018, qui est le socle sur lequel on se base, il n'est pas possible d'atteindre un consensus scientifique sur le poids qu'on donne aux différents enjeux. Donc, par exemple, certains disent la nature, la biodiversité territoriale pèse 2 fois moins que le climat. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On pense que la nature pèse à peu près la même chose, probablement. Mais ça, il n'y a pas de consensus scientifique atteignable. Il faut simplement donner ces hypothèses et ces pondérations en transparence. Donc, c'est ce que nous, on s'attelle à faire. Et d'ailleurs, à la fin du webinaire méthodologique, vous avez tout un tas de réponses à combien pèse chacun des éléments dans les calculs, et également d'ailleurs la formule de calcul complète. J'espère que ça répond à la question, Oriane. Et s'il y en a d'autres. Merci, Sabine. Alors, si j'ai envie de greenwasher, voilà la question un peu disruptive que nous a posée Indigo. Quelles sont les options ouvertes actuellement? Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Et bien sûr, si votre entreprise a très envie de ne pas prendre en charge les urgences écologiques, c'est un petit peu open bar. Donc, on peut refuser de voir les problèmes en face. On peut ne pas vouloir se former sur ces enjeux-là. Alors,
notamment, surtout ne pas venir au webinaire d'Indigo ou les autres. Mais si vous êtes là, c'est plutôt que vous êtes déjà dans cette démarche. Ne pas vouloir s'évaluer pour ne pas, surtout pas être confronté à la réalité de ce que peuvent donner ces évaluations. Ou, encore mieux, sélectionner les mauvais outils. Donc là, je vais vous donner tout un tas de pistes pour sélectionner les mauvais outils. Donc la stratégie des écrans de fumée fonctionne assez bien, et notamment tous les écrans de fumée qui consistent à essayer, par exemple, d'avoir des visions avec un focus uniquement carbone-climat. Quand on prend ce focus-là, on peut faire des catastrophes. C'est-à-dire que quand on regarde les prospectives environnementales, dans notre secteur de l'agroalimentaire, on est réellement devant des bifurcations aujourd'hui. Et on peut tout à fait avoir des stratégies carbone-climat qui sont dévastatrices pour la biodiversité, et des stratégies carbone-climat, celles que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, par exemple, donc TIFA de l'IDRI, qui permettent d'avoir à la fois des réductions très très fortes, 40%, on n'a pas grand-chose qui peut faire mieux, sur les enjeux climat, mais également qui sont extrêmement favorables à la biodiversité. Donc on peut tout à fait greenwasher en ne parlant que de carbone-climat. Donc il est important de parler de tout, de ça, mais également du reste, et notamment bien, si on veut greenwasher, on peut faire des stratégies d'évitement sur les enjeux liés à la nature, aux pollutions, à la résilience, à la circularité, jusqu'à fabriquer de l'ignorance. Donc là, je vous renvoie sur les très bons documentaires qui ont été réalisés sur ce sujet. Ceux qui sont intéressés, je peux envoyer les références. Et donc, quand on ne peut pas convaincre avec des outils qui ne sont pas très bons, eh bien, très souvent, nous, on observe des stratégies d'acteurs aujourd'hui qui sont d'apporter de la confusion ou de dénigrer en évoquant des problèmes de transparence, par exemple. Donc, pour vous donner les mauvais outils, alors un très mauvais outil pour faire de l'affichage environnemental, ce serait l'ACV tout seul. Je vous l'ai montré tout à l'heure dans les 3 bulles du démarrage. L'ACV n'est qu'un élément d'un panorama beaucoup plus complet quand on fait de l'évaluation écologique des produits alimentaires. Et là, c'est simplement une diapo. Il y en a d'autres pour vous montrer un exemple qui est duplicable sur beaucoup de productions, quasiment toutes. Pour vous montrer qu'en ACV, en analyse de cycle de vie, vous allez avoir des scores bien meilleurs pour les systèmes, par exemple, de production d'œufs par des poules en cage que des systèmes plein air. Ce n'est pas du tout l'image que vous aurez avec le Planet Score une fois qu'on a intégré les dimensions manquantes, donc la grande bulle dans laquelle était intégrée l'ACV. On mobilise des données d'ACV et autant que possible des données primaires, mais on va bien au-delà pour de l'évaluation environnementale complète. Donc, si vous voulez faire du greenwashing, vous pouvez tout à fait utiliser l'ACV. Ça marche très bien. Comment ça se fait que la note, du coup, sera meilleure avec des poules en cage ? Alors, la note est meilleure pour différentes raisons. D'abord, l'analyse de cycle de vie est un outil qui est très adapté aux productions industrielles. Donc, typiquement, ça va vous dire, si je crée une usine pour fabriquer des boulons ou des panneaux solaires, il faut que j'ai le moins d'emprise possible au sol puisque je suis en train de bétonner. Ensuite, il faut que j'optimise au maximum les process, que les choses aillent le plus vite possible. Donc, en clair, si vous produisez des poules d'œufs en cage ou si vous produisez des poulets tels que vous voyez dans le système qui est à l'écran, vous allez avoir l'impression que, évidemment, vous consommez peu de surface, mais vous n'êtes pas en train de comptabiliser la surface que vous importez en nourrissant toutes ces volailles. Vous allez les abattre au bout de 40 jours plutôt que 82, par exemple. Donc, vous allez avoir l'impression d'être sur des cycles très courts. Alors, si vous êtes en train de produire et d'extruder des matières inertes, ça va bien. Si on est en train de parler d'animaux vivants, ça va un petit peu moins bien. Donc, pourquoi la note ACV est meilleure ? C'est parce que c'est une note d'efficience. Donc, c'est la raison pour laquelle on mobilise, nous, l'ACV à l'intérieur du référentiel pour parler d'efficience, parce que c'est une partie de l'image environnementale, mais évidemment que c'est loin de refléter la totalité de l'histoire. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que c'est clair, mais on peut avoir vraiment des choses extrêmement, alors pas seulement contre-intuitives, mais carrément trompeuses en analyse de cycle de vie. Et d'ailleurs, la Commission européenne vient de sortir, on a eu beaucoup d'interactions avec les pouvoirs publics et notamment, alors en France, mais également la Commission européenne depuis 2 ans. On a d'ailleurs une prochaine réunion là au mois de mai. Ils sont évidemment très intéressés par ce qui se passe en France. La prochaine réunion, comme la précédente, est exclusivement sur le Planet Score. Et la Commission européenne vient de sortir son projet de directive qui s'appelle Green Claims, donc allégations
verte, allégation environnementale, qui touchera évidemment la question de l'affichage environnemental. Et cette directive dit la chose suivante: il n'y a pas de méthode unique et le PEF ne marche pas pour l'agroalimentaire et a besoin d'être largement complété. Le PEF, c'est l'ACV, hein. C'est son nom européen. Donc, si vous voulez faire du greenwashing, eh bien, vous pouvez également utiliser des outils qui sont très proches de l'ACV. Alors, je vous donne un exemple qui a été publié dans Agrapresse il y a à peu près une semaine et qui montre l'outil Ecobalise qui a été mis en ligne par l'ADEME il y a une quinzaine de jours et qui vous dit, puisqu'il est très proche de l'ACV, que typiquement le poulet industriel brésilien est bien meilleur que le bœuf herbagé français. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Ça vous dit également, et ça, c'est pour nous quelque chose qui est parfaitement incohérent, que le lait serait très, très bon, alors que le steak serait très, très mauvais, sachant que pour produire du lait, jusqu'à preuve du contraire, on a quand même besoin d'avoir une vache qui fait à un moment du steak, puisqu'elle est réformée, et également un veau laitier annuel, puisque sans veau, il n'y a pas de lactation. Donc, en fait, l'ACV permet d'échapper à des réalités très concrètes de ce qu'est la production agroalimentaire. Idem, il sera très compliqué d'expliquer à un consommateur que toutes les carottes, tous les blés ou toutes les betteraves sucrières ou toutes les pommes de terre sont excellentes pour l'environnement. Ça ne reflète pas une réalité environnementale. Voilà, donc ça a donné lieu à des prises de parole de certains acteurs sur ce genre d'incohérence et a priori, il y en aura d'autres. Donc l'ACV, ça c'est un article qui a été fait par un expert ACV qui a travaillé aux côtés de l'ADEME sur ces enjeux, notamment d'affichage environnemental, et est perçu aujourd'hui comme une arme secrète des industriels quand on veut que rien ne change. Et vous pouvez le voir en vie réelle, puisque ça, c'est notamment visible sur Open Food Facts. Vous pouvez, par exemple, décider d'afficher un éco-score. Et là, je vous montre juste cet exemple où vous voyez des céréales très diverses, avec des systèmes de production bio, non bio, importés, français, européens, tout ce que vous voulez. Voilà, des matières plus ou moins déforestantes dedans, notamment le chocolat. Et tout le monde est en B. Donc, ça n'est pas un outil d'orientation environnementale. De traction du marché. Là, le score, c'est quoi? Il y a marqué Eco-score. C'est quoi comme référence? C'est un autre référentiel, du coup, qui est Alors, basé sur la même méthode? En France, exactement. Il y a 2 référentiels aujourd'hui, EcoScore et PlanetScore. Et donc, ce référentiel-là est très, très proche de l'ACV. Donc, c'est exactement le même problème que ce que je vous ai montré juste avant. Je vais vous le remontrer, ça. C'est-à-dire que ça va vous dire que globalement, tous les produits végétaux sont très bien, ça sort en vert. Et pour vous montrer l'exemple parallèle, tous les steaks, quels que soient les systèmes de production derrière, que ce soit de la viande française, label rouge, bio, importée, bref, tout le monde est en rouge, ou au mieux, et on ne sait pas trop pourquoi, au mieux en D, mais globalement, c'est systématiquement mauvais. Donc, c'est le PlanetScore qui va être plutôt choisi par l'Union européenne comme référentiel. Alors, en fait, ce que dit la Commission européenne, c'est 2 choses très importantes. Il n'y a pas de méthode unique possible pour les évaluations environnementales. Donc ça, c'est un point très important et qui est totalement innovant de la part de la Commission européenne. Jusqu'à une date très récente, beaucoup de lobbies ont pesé pour essayer de rendre l'ACV centrale et même méthode unique à l'échelle environnementale. Ça n'est plus le cas. Ce projet de directive dit, OK, la seule chose, c'est qu'il faut remplir il y aura une diversité de méthodes d'évaluation, et nous, on a alors en toute humilité, hein, quand même, la prétention d'avoir élaboré un outil qui permet vraiment de respecter la loi, c'est-à-dire de lutter contre le greenwashing et d'améliorer la donne au niveau environnemental. Et donc, ce que dit la directive européenne, c'est qu'il y aura une pluralité de méthodes. Il faut que ces méthodes respectent un certain nombre de critères pour être valables et autorisées, notamment de correspondre aux grands enjeux environnementaux dans les politiques publiques. Donc, nous, on est totalement alignés avec les politiques publiques, notamment du Green Deal et de la Farm to Fork Strategy européenne, réduction des intrants de synthèse, notamment les engrais azotés, les pesticides, amélioration de la gestion de tout ce qui est élevage, et notamment extensification de l'élevage, gestion des prairies permanentes, etc. Donc, on trouve que vraiment la Commission européenne a fait preuve d'une très grande sagesse, en fait, en acceptant la pluralité, parce que c'est également avec la pluralité qu'on arrive à aiguillonner. La véritable innovation, c'est d'avoir de la concurrence sur les systèmes d'évaluation. D'accord. Mais du coup, est-ce que la Commission européenne peut faire, par exemple,
sorte de rappel à l'ordre, donc par exemple à EcoScore qui du coup est trop axé sur l'analyse de cycle de vie. Enfin, est-ce que du coup il y a quand même un peu de contrôle, enfin, ou en tout cas est-ce qu'ils sont accompagnés pour être aussi pour qu'ils s'améliorent? Alors, en fait, le texte ne sera voté qu'en fin d'année. Là, la directive a été publiée. Elle est actuellement en cours de discussion, mais compte tenu de la conférence de presse de la Commission européenne, hein, sur ce sujet, on ne reviendra pas vers une méthode unique, c'est une certitude. Par contre, pour Oui. tout ce qui est déclinaison opérationnelle, donc ça s'appelle les actes délégués, pour dire voilà quelles vont être les modalités de contrôle, etc., ça, il faut attendre plutôt la fin d'année. Mais en tous les cas, nous, on espère fortement que la Commission européenne prévoit effectivement des modalités pour être certain, en fait, que les dispositifs d'étiquetage puissent faire la preuve, de manière très opérationnelle, hein, sur des produits réels, qu'elles sont en train de tracter dans le sens d'une prospective globale soutenable de l'agroalimentaire à l'échelle européenne et mondiale. Ok. Donc, incluant les questions d'importation, etc. Donc je vous montre ce que ça donnait en vie réelle. Alors maintenant, ça a été enlevé par Carrefour de son site de e-commerce il y a à peu près un mois de mémoire. Mais l'EcoScore, à l'époque, hein, Carrefour n'avait pas d'autres, c'était il y a 2 ans, n'avait pas d'autres outils sur la table et voulait montrer son souci de transparence, etc. et d'avancer sur la question de l'étiquetage environnemental. Donc c'était plutôt une démarche positive. Mais à l'époque, seulement l'EcoScore existait. Et voilà, là, vous aurez quelques exemples que je vais passer rapidement, mais vous pouvez le voir donc en vie réelle sur Carrefour à l'époque. Maintenant, c'est terminé, mais vous avez des céréales qui étaient toutes B, des biscuits qui étaient tous C, des boissons végétales également, toutes B, du sucre de betterave avec tout ce qu'on sait aujourd'hui de la production du sucre de betterave sur les insectes et notamment les abeilles qui étaient tous A, quels que soient les systèmes de production, des pommes de terre toutes A également. Voilà. Donc ça, pour nous, ce sont vraiment des outils qui doivent progresser parce que ça n'est pas performant. Et idem sur des yaourts aux fruits. Bon, si tout le monde est B, d'abord, il n'y a aucun intérêt pour le consommateur, il n'y aura aucune traction sur les ventes et aucun intérêt pour les entreprises d'améliorer leur filière ou leur traçabilité. Idem sur des vins, si tout le monde est en vert, plus rien ne sert à rien en fait. Et idem sur les fromages, si on dit que le comté, c'est la même chose qu'un gouda est la même chose qu'un fromage industriel X ou Y, par exemple, eh bien, ça ne donnera absolument rien. Pour boucler sur les étiquetages environnementaux disponibles aujourd'hui, puisque je vous donne vraiment en transparence tout ce à quoi vous pouvez avoir recours. Donc, vous avez le Planet Score. Je vais vous montrer quelques exemples vie réels. L'EcoScore. Vous avez également, dans les stratégies d'évitement, des fausses fondations, comme Foundation Earth, qui a un nom très sympa, mais qui globalement fait de l'ACV et qui va vous dire exactement la même chose. Donc, je vous ai mis là aussi en transparence les pointeurs. Vous pouvez aller vous renseigner. Vous payerez très cher pour quelque chose qui n'est pas performant en termes de rendu. Donc, tous les végétaux sont très bons, absolument parfaits. Et vous pouvez même greenwasher des productions monogastriques, assez étonnamment. La méthodologie n'est pas publiée, donc je ne peux pas vous expliquer pourquoi, en faisant de l'ACV, même certaines productions de porc, par exemple, sortent bien dans ce système. Donc, vous avez à l'échelle européenne, pour terminer là-dessus, vous avez l'EcoScore, EcoImpact, qui est l'outil que vous voyez là, de Foundation Earth, et vous avez également donc le Planet Score. Globalement, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a également une réflexion sur Ecobalise, mais qui est très, très loin du compte, puisque pour l'instant, beaucoup trop fortement basé sur l'ACV également. Nous sommes le seul outil qui a fait du plaidoyer à l'échelle européenne pour que l'ACV ne soit pas le pivot central des évaluations environnementales pour l'agroalimentaire et le textile. Et nous sommes très heureux de voir que la Commission européenne a acté ce point-là dans le projet de directive. Mais sachez que tous les autres outils sont très, très fortement ACV, beaucoup plus que nous. Pour terminer sur les stratégies voilà, donc, d'évitement, vous pouvez également décider de ne pas afficher les sujets sensibles. Donc, on sait tout à fait, hein, puisqu'il y a des politiques publiques là-dessus, mais ce sont des sujets compliqués, qu'il est tout à fait disruptif d'afficher pesticides et modes d'élevage, c'est évident. Vous pouvez demander des dérogations en alléguant que votre catégorie ne devrait pas être concernée parce que. Vous pouvez également faire des allégations partielles et ne parler que de tel ou tel sujet sur lequel vous avez fait des améliorations, sans parler du reste. Vous pouvez aussi mal rémunérer les producteurs, ce qui serait un assez gros problème pour la transition, mais en tous les cas, voilà, attention aux pratiques commerciales derrière quand on a des étiquetages environnementaux vertueux.
nous, c'est vraiment un message clé pour les entreprises, c'est ne profitez pas d'étiquettes pour surmarger. Il faut impérativement qu'une partie de la valeur ajoutée revienne à l'amont et aux producteurs. Alors, j'en ai terminé sur le point 3 et après, je passe sur la pratique. S'il y a des questions, Oriane, n'hésite pas. Oui, je surveille. Pour l'instant, c'est bon. Je pense que tu peux avancer. Donc, en pratique, comment fait-on si on a réellement envie de savoir et de progresser? Alors, la première étape, c'est de nous contacter, soit via le site internet, vous pouvez également sur le LinkedIn, sur lequel on met d'ailleurs des actus assez régulièrement, ou nous contacter sur le standard, avec un processus qui est un processus simple et clair, et qui est un processus également, je ne l'ai pas mentionné ici, qui est beaucoup, beaucoup moins coûteux que des analyses de cycle de vie. Nous mobilisons ces données-là et on mobilise les données publiques gratuites, mais ensuite on utilise vos données spécifiques pour faire l'évaluation complète. Donc évidemment, on partage au départ sur vos besoins en termes de prise de responsabilité. Quel est l'état des lieux? Quelles sont les évaluations diagnostiques qui sont nécessaires? Est-ce que vous souhaitez également faire de l'éco-conception ou de la formation de vos équipes sur ces sujets? Et quel est le niveau derrière de transparence consommateur ou de pédagogie que vous souhaitez engager? Donc ça, ça se déploie un petit peu dans le temps de la discussion. Les données sont évidemment partagées sous accord de confidentialité. Les évaluations et les travaux sur les trajectoires d'amélioration sont souvent très fertiles. Je vais vous montrer quelques exemples et ça permet également de vous benchmarker par rapport au marché. Donc, on a une plateforme qui permet de faire ce scoring, qui permet également que vous soyez une TPE, PME ou un gros industriel, d'avoir une visibilité assez simple sur vos catégories de produits, leur positionnement. Donc voilà, là, je vous montre juste quelques tableaux de bord, selon que vous soyez avec un peu ou beaucoup de catégories différentes, de voir celles sur lesquelles visuellement vous avez vraiment des améliorations rapides à faire si vous voulez améliorer votre global d'offres. Vous avez ici également un tableau de bord qui permet de regarder comment vos produits, les uns par rapport aux autres ou avec des simulations, s'étalonnent. Donc ça, c'est une plateforme qu'on a aujourd'hui en interne et qu'on est en train de développer avec les entreprises qui souhaitent être bêta-testeurs sur donc, les différents paramètres de l'évaluation environnementale. Je ne rentre pas dans les détails, mais on a des très jolies choses là qui arrivent dans les mois qui viennent. De voir visuellement chacun de vos produits sur les 4 dimensions clés de l'étiquette. Donc, vous vous rappelez, on est sur une note de 0 à 100 pour chacun des paramètres et les notes vont de A à E. Et là, vous voyez visuellement chacun des produits sur... vous pouvez voir notamment si vous êtes prêt ou pas de la marche suivante. La dimension, c'était pesticides. Est-ce que tu peux juste me les redonner? Pesticides, biodiversité, climat et note globale. Donc, note globale, c'est la partie rayée. Et puis, en dessous, vous avez les 3 autres. Okay. Donc, vous voyez, on peut être très bon sur une dimension et très mauvais sur une autre. D'où l'importance de ne pas faire des allégations partielles. C'est une voie de greenwashing assez simple. Alors, Florence nous demande quelles sont les marques qui utilisent déjà le Planet Score largement. Sur votre site, je vois des anciennes type Carrefour, mais je n'ai jamais vu cet affichage sur leurs produits. Alors, en fait, sur le site, vous avez toutes les entreprises qui sont engagées aujourd'hui dans une démarche d'évaluation. Carrefour, on est en train de travailler actuellement un peu plus de 5000 références, donc toute la MDD de Carrefour. Et donc, je vais vous montrer après des exemples concrets d'entreprises, tout un tas de noms. Certaines de ces entreprises sont aujourd'hui en train de partir à la fois on-pack et dans les sites de e-commerce au fur et à mesure que les travaux sont réalisés, parce que vous pouvez l'imaginer, il y a d'abord le travail et en fonction de où on en est sur ces produits, certaines entreprises ont d'abord fait de l'éco-conception avant de partir en affichage. Donc, donc en fait, il peut y avoir des entreprises affichées sur le site, mais elles n'ont pas encore affiché sur leurs produits parce qu'elles montrent qu'elles sont engagées dans cette démarche, mais elles ne sont pas encore prêtes à l'afficher sur leurs produits. Exactement. Et de notre côté, en fait, nous, on n'est pas là pour... on n'oblige personne à rien, en fait. Oui. Ne viennent à nous que les gens qui ont envie d'évaluer et de comprendre où se situent leurs produits. On n'oblige personne à afficher, en fait. Les entreprises font leur chemin. Ouais. Évidemment que pour nous, l'idéal, c'est que les entreprises s'engagent dans des démarches qui aboutissent à l'information consommateur. Si les entreprises ne veulent pas le faire, à minima, elles disent en transparence qu'elles sont déjà engagées dans un travail de prise de responsabilité, donc création de visibilité en interne sur les enjeux environnementaux dans leur secteur. Et c'est déjà très bien.
Ok. Donc là, vous voyez des benchmarking, hein, typiquement, de différentes entreprises. Alors, je peux les montrer puisque c'est des entreprises qui ont décidé de communiquer. Donc, on enlèvera les petits caches bleus au moment où ce sera fait. Mais sur voilà, leur split actuel de produits. Ça, c'est sur la note globale, mais on peut faire exactement le même type de camembert sur les sous-notes. Et ça permet de se positionner par rapport aux concurrents. Où est-ce qu'on en est? Alors, des exemples. Là, je vais vous montrer d'abord des exemples alors, qui ne sont pas théoriques, mais sans les marques. Et puis après, des exemples de marques. Vous avez là, typiquement, sur du couscous, vous voyez on peut avoir en rayon une gradation relativement forte. Ça, ce sont des exemples réels. Idem, et là, ça montre l'importance de l'affichage du mode d'élevage sur de la crème glacée. Donc oui, dans de la crème glacée ou dans un chocolat au lait, on a une vache laitière derrière. Et un système qui est plus ou moins vertueux. Et puis pareil sur les céréales de petit déjeuner, où on a des choses qui peuvent être aussi très contrastées. Les entreprises qui vont le plus loin aujourd'hui, donc c'est celles qui ont commencé, qui étaient vraiment les pionnières au tout début du Planet Score, communiquent aujourd'hui en transparence, incluant sur leurs mauvaises notes. Alors je vous montre cet exemple parce que Omi, pourtant ça c'est un de leurs best-sellers, sur 250 produits, c'est un produit sur lequel ils étaient vraiment challengés. Au départ en D, là en C avec déjà des améliorations et sur lequel ils sont en chemin et ils communiquent en transparence sur les démarches qu'ils sont en train d'engager ingrédient par ingrédient avec des différents chemins possibles pour améliorer l'étiquette. Le passage en B est accessible en travaillant sur un seul ingrédient. Et on a une trajectoire possible qui va plus loin. Et d'ailleurs, je pense que Omi va communiquer prochainement sur l'amélioration de ce cookie. Aujourd'hui, Omi s'est également engagé à ne plus avoir aucun produit moins bien noté que C et que le C ne représente plus que 5% maximum de son offre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que des entreprises comme ça qui ont maintenant la compétence et la connaissance des leviers, score et reformule à peu près tous les 15 jours. Donc, les innovations passent toutes par ce filtre-là. Et les produits existants sont dans des phases de rénovation, reformulation pour une partie là, des gammes. Donc, on a à peu près tous les 15 jours des rescorings qui sont faits. Okay. Voilà des comparaisons. Et Omi, pour information, vient d'arriver d'ailleurs dans les wagons-bars de la SNCF. Le fait que le Planet Score soit aujourd'hui leur outil RSE sur la partie environnementale a été relevé par la SNCF comme un facteur clé pour cet appel d'offres. Et en fait, la SNCF leur a dit « Ok, banco, on vous prend dans les wagons-bars à condition que le Planet Score soit on-pack. » Ok, donc ça devient un argument dans les appels d'offres. Voilà, donc c'est tout à fait un argument que les entreprises peuvent mettre en avant. Idem, on a des entreprises qui mobilisent le Planet Score et les démarches qu'elles ont engagées, affichées ou pas, vis-à-vis de leurs financeurs pour montrer qu'elles sont engagées dans des démarches d'impact positif. Vous voyez également là Omi chez Potager City, donc groupe Carrefour, avant que ça soit on-pack, qui affiche sur les étiquettes prix. Idem pour des entreprises comme Maison Le Goff, qui a engagé vraiment de manière hyper agile. Donc, nous, on est assez bluffés, en fait, de voir la façon dont les TPE, PME se saisissent du sujet, avec une rapidité de réaction et une connexion à leur territoire, et notamment aux fournisseurs, qui est, pour certaines, vraiment totalement bluffante. Donc, voilà, Maison Le Goff, sur des... Alors, comme Omi, ce ne sont pas là des produits bio, mais des produits où, typiquement, cette biscuiterie s'est orientée sur du beurre français, même breton, local. Là, en l'occurrence, c'était bio, mais ça pourrait être du beurre d'Isigny. Ça donnerait à peu près un score relativement similaire. Et donc, qui ont amélioré très fortement ce biscuit et qui communiquent. Alors, Carrefour, pareil, communique sur alors, à la fois sur le Planet Score, mais également le fait que l'ACV n'est pas la bonne méthode. Carrefour connaît très bien cette méthode. Je vous incite à voir, je vous ai mis tous les liens sont cliquables vers les éléments où vous pourrez retrouver la totalité de ces verbatims. Greenwiz également a adopté le Planet Score et à la fois pour sa MDD, mais également pour les marques nationales qui veulent faire cette transparence. Donc, ça veut dire accepter de s'inscrire dans une forme de concurrence sur le site, avec des produits qui sont très bien notés, mais également, et ça, on trouve vraiment la meilleure preuve que les entreprises prennent leurs responsabilités, c'est montrer aussi les produits qui ne vont pas forcément bien ou qui sont améliorables. Typiquement, ce sucre de canne, ce chocolat noir ou cette poudre de cacao.
typiquement sans garantie sur la déforestation. Donc là, voilà, chapeau Greenwiz, parce qu'on peut dire qu'on a une démarche de progrès qui va être engagée, mais ça n'empêche pas d'afficher dès maintenant. Vous avez Alors, également... on a une question juste de Solène qui demandait quelles sont les données d'entrée à collecter pour réaliser le Planet Score. C'est peut-être une réponse qui est dans le webinaire justement que vous avez fait sur la méthodologie, j'imagine. Tout à fait. On a un premier niveau de data qui sont les leviers clés qui est très simple. Donc, c'est la répartition massique de la recette et quelques leviers clés. Donc ça, si vous êtes intéressé, contactez-nous, on vous enverra les éléments précis. Et si vous avez de la data complémentaire, donc là, certaines entreprises ont des engagements au-delà de ce qui est dans la collecte premier niveau. Dans ces cas-là, on mobilise vos cahiers des charges ou les données collectées. Donc, vous avez également Loué qui est parti on-pack et vous avez d'ailleurs à l'intérieur des boîtes d'œufs une très belle explication de pourquoi leur Planet Score donne ce qu'il donne aujourd'hui. À la fois sur les œufs, vous avez également les poulets, la volaille qui est on-pack et une très belle publicité à la télé avec le Planet Score. Donc là, c'est pareil, vous pourrez aller voir le spot si ça vous intéresse sur ce lien. Soja des temps linéaires depuis déjà plusieurs mois dans 30 pays, donc au-delà même du périmètre européen. Sur la totalité de ces références, une quarantaine. HIP est également on-pack, donc en baby food. Ecoton, donc un groupe également pionnier extrêmement actif sur les sujets environnementaux et qui regarde en face notamment les sujets biodiversité, même sur ses gammes bio, et qui a décidé de partir on-pack en France sur la marque Björk, donc 150 produits qui sont présents dans un foyer sur 2, mais également sur sa marque allemande, par exemple Alos, et sur ses autres marques comme Bonne Terre, par exemple, l'affichage digital est déjà lancé également. Monoprix, Franprix sont également en train de partir sur leur drive. Donc là, vous voyez des exemples en transparence de produits pourtant en MDD premium qui sont améliorables et qui sont affichés en transparence sur le site. Je ne peux pas vous montrer toutes les entreprises, mais il y en a vraiment beaucoup. Je vous incite à vous inscrire à notre newsletter, puisqu'on fait à peu près une fois par mois un tour d'actualité de qui est on-pack, qui est sur Drive, etc. Mais en tous les cas, pour ce qui est de greenwasher ou de ne pas greenwasher, si vous ne voulez pas greenwasher, il faut absolument que vous ayez recours à des modalités d'information indépendantes. Et je vous montre ici là, cette diapo qui est issue d'une étude BVA qui a été présentée à l'Assemblée nationale mi-janvier, étude qui a été commanditée par un groupe de marques, groupe très innovant, le collectif En Vérité, qui pousse vraiment les enjeux de transparence et qui avait besoin de savoir en fait ce que leurs clients attendaient pour l'étiquetage environnemental des produits alimentaires. Donc, je vous incite à aller regarder cette étude complète qui est sur notre site internet, là sur les pointeurs qui sont en bas. Mais en tous les cas, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'indépendance et la confiance, en fait, vient plutôt via les acteurs de proximité comme les associations de consommateurs, les agriculteurs ou les commerçants de proximité. La confiance est très faible. Donc ça, c'est une étude représentative, bien sûr, dans les marques, la grande distribution et les pouvoirs publics. Donc cette nécessité pour nous d'information indépendante qui a été crantée également par la Commission européenne, c'est la plus-value que peuvent apporter les dispositifs tels que le nôtre, c'est-à-dire indépendance totale. On est porté uniquement, alors je peux le dire puisque maintenant ça c'est officiel, la marque Planet Score est détenue par une structure d'intérêt général qui est gouvernée uniquement par la société civile, des associations et des scientifiques. Et le déploiement lui-même est assuré par une entreprise qui est une entreprise à mission. Donc tout le business est structuré sur la réalisation de l'objet sociétal que je vous ai montré ici. Donc cette garantie d'indépendance, c'est une clé si vous voulez prouver que vous ne faites pas du greenwashing. Super. Je termine avec juste quelques diapos sur ce que d'autres entreprises ont déjà commencé à regarder dans leurs attentes clients. Carrefour a déjà fait le point. Ses clients lui demandent également le pesticide et mode d'élevage ou bien-être animal. Ça, c'était avant le Planet Score. C'est une étude qui a été faite juste avant qu'on se lance. Deleuze a également indiqué ces éléments-là dans son rapport RSE qui est fort bien fait. Les consommateurs sont de mieux en mieux informés sur les enjeux clés. Vous voyez ici, c'est une diapo qu'on aurait pu faire nous-mêmes, consommateurs interrogés par Make Sense. Et l'étude BVA que je viens de citer montre également, une fois de plus, nous on a juste donné des étiquettes quand on nous les a demandées, mais que le Planet Score est aujourd'hui l'affichage qui est le plus concluant de très loin
facile à comprendre, qui facilite le choix, facilite l'appréhension de ce que c'est que l'impact environnemental et renforce la confiance. Ouais. En termes de sincérité, évitez les ersatz à tout prix et orientez-vous vers des tiers de confiance. À l'échelle européenne, il y a donc très peu de dispositifs sur la table et un seul qui s'est éloigné de l'ACV pour vraiment inclure les enjeux systémiques. Ça renforce, l'utilisation du Planet Score renforce à 83%, qu'on soit une enseigne ou une marque, la confiance. Donc ça, c'est un point également très important. Cette étude a été faite aussi un petit peu à la demande des entreprises parce que certaines étaient inquiètes. Le fait de faire la transparence complète est un facteur positif de confiance. Tout le monde sait que l'agroalimentaire doit s'améliorer. Après, l'idée, c'est est-ce qu'on sait se parler entre adultes de là où on en est et quels sont les efforts qu'on est en train d'engager. Sachez également qu'en termes de greenwashing, on a reçu l'an dernier le premier prix du Retail for Good, justement en nous disant vous êtes la seule initiative, la seule démarche qui aujourd'hui fait la preuve qu'elle peut faire muter le marché, qu'elle peut aider le marché à se transformer et qu'elle est réellement anti-greenwashing. Voilà, donc on est soutenu et parrainé par Emery Jacquilla, le président de la communauté des entreprises à mission. On travaille avec actuellement plus de 200 entreprises. 20 000 produits ont été évalués sur la base de données précises partagées par les entreprises, ce qui en fait la plus grosse base de données internationale précise. Et plus de 700 000 produits ont été scorés sur la base des données publiques. Donc on est assez fiers d'être présents aujourd'hui dans 12 pays à la demande d'entreprises dont le siège social est dans ces pays et dans plus d'une trentaine de pays, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est de l'affichage et de l'information consommateur. Voilà, donc si vous êtes prêts pour sortir du brouillard, n'hésitez pas, on est là, vous pouvez passer à l'action. Merci beaucoup Sabine pour cette présentation très, très complète et très riche. Si jamais il reste certaines questions, on peut rester encore quelques minutes pour y répondre. Sinon, le replay sera disponible sur notre page YouTube Join Indigo, si vous avez envie de le regarder ou pour ceux qui n'ont pas pu être là. Et on pourra également vous partager la présentation. Si jamais vous avez besoin du coup d'échanger avec Sabine ou avec le Planet Score, donc vous avez les coordonnées qui s'affichent juste devant vous. Et si jamais vous avez aussi des questions sur les formations Indigo, je vous partage la page, le site internet Indigo, donc qui présente toutes nos formations. Donc vous pouvez y retrouver toutes les brochures et vous pouvez également m'ajouter sur LinkedIn si vous avez envie de poursuivre la conversation. Voilà, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. On va clôturer. Voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah, si, on a une autre question, pardon. Florence qui demande le Planet Score ne prend pas en compte de critères nutritionnels, si j'ai bien compris. Alors, le Planet Score ne prend pas dans l'affichage environnemental de critères nutritionnels. Par contre, on travaille avec les entreprises qui, aujourd'hui, ont envie d'avancer sur ces enjeux-là, sur un étiquetage de durabilité complète. Alors ça, c'est un petit peu un scoop, je vais le faire quand même, intégrant les enjeux nutrition, santé et social, au-delà des enjeux environnementaux et bien-être animal qu'on traite déjà dans l'étiquette actuelle. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes également intéressé par ces enjeux-là. Super. Merci beaucoup, Sabine. Merci à vous pour vos questions. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour poursuivre la conversation. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous et à bientôt pour un prochain Indie Club. Merci, Oriane. Merci, Indigo. Merci, Sabine. Bonne journée. Au revoir.